Vous avez choisi la coiffure pour faire une différence, mais réalisez que de construire une entreprise solide et une carrière croissante avec équilibre et complexe. Que vous ayez déjà réussi ou cherché à améliorer votre qualité de vie tout en apportant une valeur durable à votre entreprise, les compétences techniques ne suffisent pas. Pour une carrière et une entreprise prospères, il faut aussi de solides compétences en gestion et une stratégie efficace. C'est ici que le podcast Style et stratégie par moi-même, Marie-Ève Medza, entre en jeu. Ma mission est d'aider les propriétaires de salons et les coiffeurs à créer une valeur exceptionnelle et une carrière florissante grâce à une approche structurée qui combine principes de gestion et valeurs humaines. Rejoignez Style et stratégie chaque semaine pour découvrir des histoires inspirantes, des conseils pratiques et des stratégies spécifiques à notre industrie et apprenez comment aligner votre carrière sur vos valeurs pour un succès qui va bien au-delà des apparences. Bonjour, bienvenue à Style et stratégie. Aujourd'hui, on parle du deuxième pilier et le deuxième pilier, c'est les finances, les chiffres, l'argent. Et qu'on n'aime pas ça parler d'argent et que ça nous rend mal à l'aise. C'est vraiment un sujet qui polarise et on est inconfortable avec ça. Je ne dis pas que c'est la majorité des gens, mais beaucoup de gens, particulièrement au Québec, c'est pas la première fois qu'on parle de ça, ça fait qu'on devient un peu mal à l'aise. Mais pourquoi on a cette relation-là avec le fait de parler d'argent? Oui, il y a des tabous, oui, il y a un inconfort, mais il faut aller au-dessus de ça. Et je vous inviterai à réfléchir au fait que vous vous êtes lancé en affaires, pour la plupart qui est en train d'écouter. J'espère que un des objectifs, j'espère que c'était pas le seul non plus, mais qu'un des objectifs, c'était de faire de l'argent. Parce que c'est important dans une structure d'entreprise. Si vous allez prendre un cours en gestion, en finance d'entreprise, une des premières choses qu'ils vont vous dire, c'est que l'objectif premier de toute entreprise, c'est de créer de la richesse. Donc, si vous êtes mal à l'aise avec le fait de vouloir faire de l'argent, ça va être un petit peu difficile de gérer cet aspect-là de l'entreprise qui est primordial. L'argent, c'est le nerf de la guerre. S'il n'y en a pas, malheureusement, ça va nous couper beaucoup d'opportunités d'avancement, de développement, d'innovation, de pouvoir offrir des choses à notre équipe qu'on n'aurait pas imaginé pouvoir offrir avant. Et c'est primordial de vraiment créer une certaine richesse. Bien sûr, on ne se mentira pas. En ce moment, les propriétaires de salons, bon, il y en a qui tirent vraiment très, très bien leur épingle du jeu, mais il y en a d'autres qui tirent de la patte, on va dire, et pour qui c'est très difficile. Et je peux tout à fait comprendre parce que je suis passée par là et je vous dirais que les premières années, en tant que propriétaire de salon, ça a été plutôt difficile. Tous nos employés, là, je parle de moi et de mes associés, tous nos employés faisaient plus d'argent que nous et je vous dirais que ça a été le cas pendant peut-être jusqu'aux 5 premières années où on travaillait corps et âme pour développer cette entreprise-là et notre salaire ne reflétait pas du tout l'investissement de temps et d'énergie qu'on mettait. Mais ça fait partie du trip à quelque part et ça fait aussi partie de l'expérience et du fait de vouloir effectuer un certain sacrifice, je dirais, à se lancer en affaires parce que se lancer en affaires, ça égale faire beaucoup de sacrifices. Donc, la relation qu'on a avec l'argent, ça dépend beaucoup d'où on vient. Est-ce qu'on avait de l'argent ou on n'en avait pas? Et c'est pas parce qu'on en avait qu'on a une meilleure relation avec l'argent, mais le fait d'en avoir eu, de pas en avoir eu, d'avoir été dans une famille où on pouvait parler d'argent ou dans une famille qui était très mal à l'aise de parler d'argent, c'était tabou, là, ça va influencer un peu notre rapport avec ça. Moi, je viens d'une famille où c'était pas vraiment tabou. On a parlé souvent d'argent avec mes parents, le salaire qu'ils font, le salaire que moi je faisais, tout ça. Il y a comme pas vraiment de tabou à ce niveau-là. Donc, personnellement, j'ai un peu moins de malaise à parler de ça. Par contre, je me rends compte que vraiment beaucoup de gens sont mal à l'aise avec cette situation-là. Puis bien sûr, je vais pas faire exprès pour parler d'argent ou parler de mon salaire si je sens que je suis en présence de personnes que ça pourrait me rendre mal à l'aise ou que ça pourrait susciter, on ne sait pas, l'argent va susciter toutes sortes d'émotions, autant positives que négatives, dont la jalousie parfois. Et un des plus grands
je dirais, un des plus grands préjugés par rapport à l'argent, c'est que quand tu es propriétaire d'une entreprise, tu es automatiquement riche. Le nombre de fois que j'ai ressenti ça, le nombre de fois que j'ai su que j'ai su que des gens pensaient ça, ou alors que un certain commentaire pouvait me faire sentir comme quoi je devais être riche. Je vois très bien que les gens ont cette impression-là. Il faut faire attention, on est dans un secteur ou dans une industrie où, bien sûr, on est dans la beauté, le paraître, la mode. Donc, généralement, les gens aiment bien paraître. Et bien paraître, bien s'habiller, avoir des beaux vêtements, tout ça, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est multimillionnaire. Mais des fois, ça peut laisser une espèce d'impression. Puis avec les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit, l'espèce de build-up de vie incroyable que tout le monde se crée un peu, peut laisser place à un certain préjugé, une certaine jalousie par rapport au fait d'être propriétaire, par rapport au fait de faire de l'argent. Et quand on veut faire de l'argent, là, quand ça fait partie de notre plan de carrière, bien là, on a très, très peur que les gens pensent qu'on a une seule valeur dans la vie et que c'est l'argent et qu'on est donc superficiel parce que c'est ça. Notre seul objectif, c'est de faire de l'argent. Premièrement, c'est pas parce qu'un de nos objectifs est de faire de l'argent que c'est le seul. Fait qu'il faut faire attention à ça. Et les préjugés par rapport au fait de vouloir faire de l'argent peuvent être très néfastes et nuire beaucoup dans nos relations interpersonnelles, puis aussi dans nos relations employeur-employé. Fait qu'il faut faire attention. Faut essayer de voir un peu là chaque personne, c'est quoi son rapport à l'argent, puis y aller selon les attentes ou selon la capacité de compréhension de chaque personne. Mais toujours est-il que si vous êtes lancé en affaires, et je vous dirais même si vous travaillez, l'objectif d'un travail, ben c'est de faire de l'argent. Oui, on veut travailler puis adorer ce qu'on fait. Moi, chaque matin, je me lève, je suis contente d'aller travailler. Presque peu importe le type de journée que j'ai passée la veille, j'adore mon travail, mais je ne le ferai pas gratuitement. Et je l'ai déjà fait gratuitement plusieurs fois quand j'étais plus jeune. Maintenant, je le ferai plus gratuitement. Et je suis rendue que je veux pouvoir me gâter, pouvoir faire des voyages avec mes enfants, avec mon mari, aller au restaurant, vivre une vie où est-ce que je peux profiter des moments que j'ai avec ceux que j'aime. Et pour ça, ben, je trouve que l'argent, c'est un bel outil pour me permettre de me gâter puis de faire des choses que j'aime. Je vois pas trop ce qu'il y a de mal là-dedans et j'espère que les gens qui travaillent, j'espère deux choses. Un, que vous aimez vraiment ce que vous faites et deux, ben, que vous ayez envie de faire de l'argent. Tant qu'à être au travail, pourquoi ne pas en profiter pour aller chercher le maximum qu'on peut? Vous passez, ben là, ça dépend des gens, mais on va dire entre 30 et 40 heures par semaine au travail, selon le type. Mais pourquoi ne pas profiter de ces 30 heures-là, 40 heures-là, pour faire des sous? Et ça, ben, c'est bon pour les personnes, les salariés, mais c'est aussi bon pour le propriétaire qui doit générer un revenu. Je veux dire, le propriétaire fait beaucoup, beaucoup de choses, a beaucoup de pression sur ses épaules, a beaucoup de chapeaux à porter. J'espère que ça lui rapporte quelque chose de faire tout ça. Sinon, à quoi bon si le salaire est le même que quelqu'un qui fait 28 heures par semaine et qui fait un type de travail alors que le propriétaire va mettre 50 heures de travail par semaine et des fois, bon, bien sûr, on le sait, ça reste dans nos têtes, c'est quelque chose qui est toujours là dans notre esprit, notre salon, c'est notre vie. Donc, j'espère qu'on fait des sous, j'espère qu'il y a un profit à la fin. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Dans mon cours culture et leadership, on a vraiment tout un module qui est dédié aux chiffres. Bien sûr, on peut les pousser. Je pourrais faire une journée complète et même 2 ou 3, je dirais, là-dessus. Mais il y a quand même quelques points clés qu'il faut retenir. Il y a une réalité dans un salon de coiffeur, c'est que les profits sont très minimes généralement. Il y a 5% des salons qui sont profitables en Amérique du Nord. La gestion des coûts, elle est
énorme, elle est difficile. Il faut vraiment regarder à tous les jours, avoir une gestion très, très, très serrée de chaque dollar qui sort, de chaque dollar qui rentre, parce que le fonds de roulement, bien, ça va vite. Il y a beaucoup de in and out et il faut s'assurer que, bien sûr, on a assez de cash flow et qu'à la fin de l'année, ben, dans notre ligne de BNR, de bénéfices non répartis, ben, il y ait un montant qui soit positif et le plus haut possible. On s'entend, ça ne sera pas 4 millions de profit, mais il faudrait qu'il y en ait un, parce que sinon, l'entreprise ne vaut rien. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas créé une entreprise pour qu'à la fin de tout ça, là, quand je vais prendre ma retraite dans 20 ans, que ça vaille rien. Puis que je me dise, ah ben ça a été un beau trip, là, ça a été vraiment le fun, j'ai vécu plein de choses, mais à la fin, j'ai une retraite assez ordinaire parce que ben j'ai pas fait attention, parce que finalement, je me suis pas penchée sur le fait que je devais créer de la richesse avec cette entreprise-là pour pouvoir la revendre et que ça vaille quelque chose et que le prochain propriétaire ait une entreprise, investisse dans une entreprise qui a une valeur. Sinon, à quoi bon? Je me demande. Donc, la réalité, c'est que il faut faire des sous, il faut se faire un plan budgétaire, il faut avoir une gestion des finances très, très pointue. Et pour ça, on peut appliquer un modèle qui est le modèle PODC, c'est-à-dire la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Donc, il faut planifier les finances. J'espère que vous avez un bon comptable. Il faut être en mesure de bien pouvoir prévoir ce qui va arriver, d'être en mesure d'organiser le travail pour atteindre ces objectifs-là qu'on a planifiés, être en mesure de diriger notre équipe aussi parce que c'est une chose d'organiser le travail, mais ensuite de ça, de diriger les gens pour qu'ils appliquent vraiment ce qu'on demande et ce qui est attendu et qu'ils comprennent le pourquoi on le fait aussi. Ça, c'est un autre point très important. Et que finalement, on contrôle, bon, est-ce qu'on a réussi, on n'a pas réussi? Si on n'a pas réussi, pourquoi? Si on a réussi, tant mieux. Qu'est-ce qu'on a bien fait? Qu'est-ce qu'on peut répéter? Qu'est-ce qui a été moins bien? Et s'assurer que le résultat est contrôlé et qu'on tire une leçon sur ça pour pouvoir mieux planifier la suite et repartir avec notre planification, organisation, direction, contrôle. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, puis là, je vais vous faire un survol parce que, bien sûr, comme je vous dis, c'est toutes des choses que je parle dans mon cours de culture et leadership. On sait ce qui coûte le plus cher à une entreprise de service, ce sont les salaires. Alors, les salaires, c'est une grosse partie. On veut bien payer nos coiffeurs. Là, je parle si on est un salon qui paie à la commission ou à salaire. On veut bien sûr bien les payer pour qu'ils puissent avoir qu'on ait une qualité dans la main-d'œuvre, bien sûr. Mais il y a comme une espèce de vieille mentalité là, de donner 50% et même parfois au minimum 50%, puis d'y aller jusqu'à du 53-55%. Je suis désolée, mes amis proprios, c'est très difficile, à moins que vous ayez des prix qui soient très, très haut de gamme. Alors, on va parler peut-être plus d'un salon prestigieux. Peut-être que là, ça peut le faire si vos coûts, vos frais fixes sont maintenus relativement bas. Par contre, pour le salon moyen, je vous dirais, en général, ce sont des commissions qui sont beaucoup trop hautes pour pouvoir maintenir une santé financière. Parce que là-dessus, il faut ajouter aussi toutes les charges sociales, les DAS, et ça vient augmenter la masse salariale. C'est à quoi on ne pense pas quand on dit à quelqu'un, je vais te donner 50 ou 55%. On se dit, moi, je vais garder 50 ou 45%. Mais c'est pas ça, là, dans les faits. Là, vous perdez encore plus. Pas que vous perdez, mais vous avez un petit peu moins d'argent que ça parce qu'il faut payer toutes les charges sociales. Alors, il faut avoir ça en tête. La deuxième plus grosse dépense, ce sont les coûts de produits. Donc, il faut être en mesure de faire un inventaire, de gérer les produits, de faire des commandes de façon structurée avec un budget. Je vous dirais que les salaires et les stocks ensemble, qui sont les deux plus grosses dépenses,
ne devrait pas, avec toutes les charges, tous les frais reliés, ne devrait pas excéder 71 %. Ça, c'est clair. Ensuite de ça, vous avez les frais fixes. Et dans les frais fixes, il y a le loyer qui est une énorme dépense de façon générale. Alors, pour vous donner un exemple, je vous dirais que en fait, votre loyer devrait être, l'objectif, ce serait que ce soit 5 % de votre chiffre d'affaires. Ça veut dire que si vous avez un loyer à 2 500 $ par mois, l'objectif, c'est de rentrer des revenus minimum de 50 000 $. On le sait que la première année, ce ne sera pas nécessairement ça parce que vous êtes démarrage d'entreprise, la deuxième année peut-être pas, mais si on revient à notre PODC, il faut planifier que l'objectif, c'est de rentrer 50 000 $ quand votre loyer est 2 500. Si votre loyer est 8 000 $, vous avez un gros local à Montréal, c'est très, tu sais, donc c'est vraiment plus cher du pied carré. C'est 8 000 $. Il faut viser une entrée d'argent de 160 000 $. Est-ce que vous êtes capable de générer ce revenu? Sinon, il faut revoir quelques stratégies qui soient peut-être le nombre d'employés que vous avez, le nombre de clients qui rentrent dans le salon. Est-ce que c'est la structure de la liste de prix qui n'est pas adéquate? C'est toutes des choses qu'il faut regarder. Mais bien sûr, si vous vous lancez dans un projet sans avoir planifié les revenus dont vous aurez besoin pour bien faire vivre votre entreprise, ça va être excessivement difficile et ça va devenir très, très stressant. Donc, les frais fixes, en général, devraient être autour de 11 %. Un autre point qui est important, c'est de voir le ratio de revente par service. C'est quelque chose qu'on n'analyse peut-être pas toujours. Oui, on rencontre le représentant, le propriétaire rencontre le représentant ou la représentante de produits et on sait qu'on doit vendre des produits, on sait qu'on fait une marge intéressante sur les produits. Par contre, on n'a pas trop de notions comment amener ça. Et ce que j'entends le plus souvent, c'est moi, je suis un artiste et je ne suis pas un vendeur. Moi, ça me rend très, très mal à l'aise de vendre à la pression. Alors ça, ce sera un autre débat, mais il faut trouver des façons pour augmenter les ventes de produits jusqu'à un certain niveau pour s'assurer qu'il y a un équilibre entre la vente de produits et la vente de services pour vous assurer de faire suffisamment d'argent, encore une fois, pour maintenir la structure financière de votre entreprise. Et finalement, ce qu'il faudrait viser, idéalement, ce serait un 15 % de bénéfice net. Et là, quand je parle de 15 %, c'est presque extraordinaire parce que ce ne sont vraiment pas tous les salons et même toutes les entreprises qui arrivent à faire ça. Par contre, je vous dirais que si vous prenez le temps de bien analyser, de bien regarder, de bien vous entourer et de faire les devoirs qui s'imposent pour vous assurer la structure financière, eh bien, c'est quelque chose qui est possible. Mais pour ça, il faut travailler fort. Alors, on revient à ce moment-là au rôle du propriétaire. Il y a beaucoup de rôles différents et souvent, on ne veut pas investir. On pense que ça va être trop cher d'investir dans de l'aide. Puis c'est pas obligé d'être quelqu'un qui est à temps plein avec vous. Ça peut être quelqu'un qui fait une tenue de livre. Ça peut être votre comptable. Ça peut être il y a plusieurs solutions. Ça peut être la réceptionniste que vous entraînez pour qu'elle puisse faire votre tenue de livre pour vous. Il y a quelqu'un qui a bien sûr les aptitudes pour le faire. Ça peut être plein de choses. L'important, c'est que ce soit fait. Et l'important, c'est que vous sachiez, vous connaissiez vos chiffres un minimum, quelques KPI, quelques indices de performance qui sont cruciaux pour bien connaître votre entreprise, pour savoir, pour ne pas vivre dans ce stress que tellement de propriétaires connaissent en ce moment parce que ils vont selon...
je comprends tellement parce que je sais qu'on a comme plus d'énergie à un moment donné. C'est très demandant dans tous les sens. Et quand on coiffe derrière la chaise, quand on gère l'équipe, on s'occupe des commandes, on s'occupe de gérer la réception, des embauches. Ça devient vraiment beaucoup. Alors là, quand vous m'écoutez, puis en plus, il faut que je me rajoute 2, 3 heures par semaine de comptabilité là-dessus ou de au moins me mettre le nez dans mes finances, ben là, c'est trop, ça me tente pas. Puis je comprends à 100%, mais je vous garantis que plus vous allez le faire, plus vous allez aimer ça et moins ça va vous rendre anxieux parce que vous allez avoir l'impression de beaucoup mieux contrôler votre entreprise. Tandis qu'à l'inverse, quand on y va jour par jour puis qu'on regarde juste le résultat du bilan financier mensuel ou trimestriel, c'est selon, puis des fois on ne le regarde même pas, hein, ça va à l'année, bien, ça peut être très stressant quand on regarde le résultat. Et quand j'entends des histoires de propriétaires qui ne sont pas capables de se tirer un salaire, parce que sinon, ils n'auraient pas été capables de payer leurs employés, pour vrai, ça me fait de la peine parce que je sais à quel point vous travaillez fort. Je le sais, je le fais. Donc, et si je devais ne pas me payer pour devoir payer ma commande de produits ou quoi que ce soit, je serais très malheureuse et très stressée. Et je pense que ça jouerait beaucoup sur mon moral et conséquemment sur le moral de toute mon équipe. Alors, c'est pas une option de regarder les chiffres, c'est un devoir en tant que propriétaire d'entreprise. Vous devez vous mettre le nez dedans. Mais si vous désirez entendre parler encore plus de ça puis pouvoir aller chercher un peu plus de précision et même ça de façon plus personnelle à vous, à votre entreprise, je vous invite à venir participer à ma formation culture et leadership qui va être à Montréal le 18 mars 2024 prochain. Sinon, il y en aura d'autres, dépendamment à quel moment vous écoutez le podcast. En tout temps, je vous invite aussi à venir me suivre sur Facebook dans le groupe privé Style et Stratégie ou sur Instagram Marie Meds. Sinon, allez voir mon blog styleetstratégie.com pour avoir les notes d'épisode. En fait, les articles de blog sont directement reliés à l'épisode d'aujourd'hui. Donc, si vous êtes en voiture, vous allez pouvoir avoir un petit peu plus aller revoir un peu ce que j'ai dit ou vous pouvez le réécouter, c'est comme vous voulez. La semaine prochaine, on parle de l'embauche, donc un autre pilier, le 3e cette fois-ci. Et d'ici là, je vous souhaite une belle semaine.